10 milliards de dollars, c'est ce que pèse le marché mondial des produits capillaires pour cheveux texturés. Et les consommatrices noires, elles en sont le moteur principal. Tu connais ces marques, tu les as déjà vues dans la salle de bain de ta mère, de ta tante, de ta grand-mère, Dark & Lovely, Optimum, Carol's Doctor, Sheer Moisture. Tu leur as fait confiance pendant des années, mais voilà le problème. Les grandes marques qui dominent aujourd'hui le rayon de cheveux afro ne sont presque jamais entre des mains noires. Dark & Lovely, intégré au groupe L'Oréal depuis la fin des années 90 via l'acquisition de Carson Products et la création de Schoff Carson. Sheer Moisture, passé sous le contrôle d'Unilever en 2017 via le rachat de Sundial Brand, Carol Doctor, racheté par L'Oréal en 2014, avant qu'une partie du contrôle ne soit rétrocédée plus récemment à sa fondatrice dans un nouveau montage. Et ces cas ne sont pas des exceptions. Une grande partie du segment ethnique de la beauté capillaire est désormais concentrée entre quelques groupes comme L'Oréal, Unilever, Protector et ou Revlon. Chaque fois que tu achètes certains produits pour les cheveux, tu contribues donc à faire grossir des multinationales valorisées à des centaines de milliards basées à Paris, Londres ou Cincinnati, beaucoup plus qu'à Harlem, Atlanta ou Lagos. Et le plus grave, une partie des produits les plus agressivement vendus aux femmes noires, en particulier des défrisants chimiques, est aujourd'hui associée à des risques sérieux pour la santé, comme le cancer de l'utérus. A recent study published in the journal Science Direct found 84% of Black women from 2014 to 2022 reported current or past use of these hair relaxers. 50% of those that participated were linked to uterine cancer. And so when we talk about these chemicals and the fact that this study identified a strong correlation. Bienvenue dans une enquête sur l'empire caché derrière tes produits capillaires. Moi c'est Alchimiste et aujourd'hui nous allons suivre l'argent. Pourquoi personne n'en parle? Attends une seconde. Si ce marché pèse des milliards, si les consommatrices sont ultra fidèles, si les risques sanitaires sont documentés, alors pourquoi cette histoire n'est presque jamais racontée dans les médias grand public? Pourquoi les pages business parlent de L'Oréal, Unilever ou Protector et Gamble, mais rarement du fait qu'une partie de leurs profits repose sur des routines imposées aux femmes noires depuis l'enfance? Pourquoi il faut chercher pendant des heures pour trouver qui possède vraiment la marque que ta mère utilisait depuis 30 ans? C'est pas un complot, c'est un angle mort, un silence confortable, parce que tant que personne ne pose des questions, personne n'a à donner les réponses. Mais aujourd'hui, nous allons les poser et toutes. Pour comprendre ce qui a été capturé, il faut d'abord comprendre ce qui existait avant. Au début du XXe siècle, des femmes comme Annie Turnbull, Madame C.J. Walker bâtissent un véritable secteur capillaire noir à partir de rien. Elles ne vendent pas que des lotions et des pommades, elles vendent de la dignité, de l'autonomie économique et des emplois pour des milliers de femmes noires. Des décennies plus tard, dans les années 60-70, avec le mouvement des droits civiques et Black Power, l'industrie capillaire noire devient un écosystème complet, salon, fabricants, distributeurs, magazines. Des entreprises comme Johnson Products, Luster Products, Proline, Softsheen émergent et prospèrent en ciblant directement des cheveux et des besoins ignorés par les grandes marques blanches. Softsheen, fondée à Chicago en 1964 par Edward et Betiane Gardner, illustre parfaitement cette dynamique. Une entreprise familiale, noire, qui développe des gammes entières pour les cheveux afro et devient un acteur majeur du marché. Dans leur sous-sol, ils créent des formules, ils testent, ils ajustent, ils comprennent nos cheveux parce que ce sont leurs cheveux. De son côté, Carson Products lance Dark & Lovely à la fin des années 70, l'un des premiers kits de défrisant grand public pour cheveux texturés. Le produit devient une référence dans énormément de foyers noirs. Ta grand-mère l'utilisait, ta maman l'utilisait, peut-être que toi aussi. À la fin des années 90, le marché capillaire ethnique aux États-Unis pèse déjà plusieurs milliards de dollars avec de nombreuses entreprises créées et dirigées par des noirs. L'argent circule encore largement dans l'écosystème noir, même si des contraintes d'accès au capital et à la distribution sont déjà très fortes. C'est à ce moment-là que les grands groupes décident d'entrer sérieusement dans le jeu. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle d'un truc qu'on oublie toujours quand on parle de rachat. Parce que voilà, ce que les gens ne comprennent pas, les rachats ne sont pas juste de la trahison, ils sont souvent une issue forcée. Imagine, tu es Edward Gardner, tu as bâti Softsheen dans ton sous-sol, tu as mis des décennies de ta vie, tu emploies des centaines de personnes noires, tu vends des millions de produits, tu es un succès. Mais tu veux grandir, tu veux entrer dans Target, dans Walmart, dans Carrefour en Europe. Problème, les banques ne te prêtent pas. Ou alors à des taux qui t'étranglent. Les grandes chaînes te demandent des volumes que tu ne peux pas produire sans usine massive. Les distributeurs veulent des budgets publicitaires que tu n'as pas. Les fournisseurs de matières premières te font payer plus cher parce que tu commandes en plus petite quantité. Et pendant ce temps, L'Oréal, Unilever, Protector & Gamble, eux, ils ont tout. Le capital, les usines, la distribution, les avocats, les connexions. Alors ils débarquent. Ils te proposent 50 millions, 100 millions, 700 millions. Ils te disent qu'on va garder ton ADN, on va te donner les ressources pour exploser. Tu resteras aux commandes. Tu as deux choix. Rester petite, fragile et peut-être disparaître dans 10 ans quand un concurrent plus gros t'écrasera, ou vendre, encaisser et espérer que ta vision survive
dans une machine qui ne te ressemble pas. Beaucoup ont choisi la deuxième option, pas par trahison, par réalisme. Ce n'est pas que les marques noires voulaient vendre, c'est que le système rendait l'indépendance presque intenable. Et c'est là que ça devient vraiment sombre. Parce que une fois que tu vends, tu perds le contrôle. Et ce qui se passe, c'est rarement ce qu'on t'avait promis. Fin des années 90, L'Oréal, géant français de la cosmétique, lance une offensive très ciblée sur le marché capillaire afro-américain. L'entreprise rachète Sofsheen Products, l'un des leaders historiques du secteur. Le montant exact de la transaction n'a pas été rendu public. Les estimations varient selon les sources, mais on sait que la famille Garner accepte que Terry Garner, la fille des fondateurs, reste un temps à la tête de la division. Dans la communication officielle de l'époque, les discours tournent autour de l'idée de partenaires stratégiques et de moyens industriels pour changer d'échelle. Les moyens, retenez ce mot. Quelques années plus tard, autour de 2000, L'Oréal rachète Carson Products, propriétaire de Dark & Lovely, puis fusionne Sofsheen et Carson dans une seule entité, Sofsheen Carson. Une division géante entièrement dédiée aux cheveux texturés, mais désormais pilotée au sein d'un groupe mondial dont le centre des décisions se trouve en France. Edward et Betian Gardner, les fondateurs de Sofsheen, ils finissent par quitter l'aventure. La vision qu'ils avaient construite dans leur sous-sol à Chicago est absorbée dans une multinationale pesant des dizaines, puis des centaines de milliards de capitalisation boursière. Et L'Oréal ne s'arrête pas là. L'Oréal rachète aussi Carol Docteur, créée en 1993 par Lisa Price, une femme noire de Brooklyn qui commence par vendre ses produits faits maison dans des marchés, des salons, des événements communautaires. Elle construit sa marque pendant plus de 20 ans, soutenue notamment par des figures médiatiques comme Oprah et une base de clientes noires très loyale. L'Oréal arrive avec un chèque dont le montant exact n'est pas officiellement détaillé au grand public, mais qui se chiffre en dizaines de millions de dollars. Lisa Price accepte, elle reste le visage de la marque, mais le contrôle stratégique, production, distribution, marketing bascule du côté de L'Oréal. Quelques années plus tard, la trajectoire de Carol Docteur n'est pas aussi explosive que certains l'espéraient. Les restructurations ont lieu, la marque change de positionnement, puis finit par être cédée à un autre groupe. Lisa Price, elle, est de moins en moins impliquée dans la conduite opérationnelle au fil du temps. Unilever entre dans la partie. Unilever, autre géant mondial, veut lui aussi sa part du gâteau. Le groupe rachète Sundial Brands, maison mère de Shea Moisture. Le montant annoncé dans la presse financière est de plusieurs centaines de millions de dollars, souvent présenté autour de 700 millions. Sundial Brands a été fondé par Richelieu Dennis, immigré libérien qui commence en vendant des produits formulés à partir de beurre de karité, héritage de sa grand-mère dans les rues de New York. Shea Moisture devient l'une des marques emblématiques du mouvement Natural Hair qui accompagne les femmes noires qui abandonnent les défrisants pour assumer leurs cheveux naturels avec une image d'authenticité et de proximité communautaire. Après le rachat, Richelieu Dennis reste officiellement aux commandes pendant un temps et Unilever promet de respecter l'ADN de la marque et sa communauté d'origine. Mais comme souvent, dans ce type d'opération, des tensions apparaissent plus tard, polémiques sur certaines campagnes marketing, accusations de s'éloigner de la clientèle historique. Ce que l'on peut dire sans exagérer, c'est que la relation avec une partie de la base naturelle a été fragilisée au fil des années. Pendant ce temps, d'autres groupes se positionnent. Procter & Gamble développe Pantene Gold Series, une gamme dédiée aux cheveux texturés. Revlon détient et exploite des marques bien connues du segment afro comme Cream of Nature. D'autres entreprises contrôlent les marques de tresses, d'extension, de soins adjacents. Au bout de cette vague de rachats et de lancements ethniques, par des grands groupes, une large part du rayon capillaire pour cheveux afro dans la grande distribution est désormais contrôlée par une poignée d'entreprises globales, L'Oréal, Unilever, Procter & Gamble, Revlon, Coty et quelques autres. Quelques sièges sociaux, quelques conseils d'administration concentrent une valeur créée à partir de besoins capillaires longtemps portés par des entrepreneurs noirs indépendants. Mais il faut parler de ce qui se passe vraiment quand un géant comme L'Oréal ou Unilever rachète une marque afro. Ce qu'ils achètent, ce n'est pas seulement des produits ou des usines, ce qu'ils rachètent, c'est une communauté déjà construite. Ils achètent des données de consommation, quel client, quel produit, à quel rythme, dans quel canal de vente, à quel niveau de prix, des routines transmises de mère en fille, le dimanche soir devant le miroir, la grand-mère qui tresse, la mère qui lisse ou coiffe les cheveux de sa fille, une habitude émotionnelle plus rationnelle. On n'achète pas toujours Dark & Lovely, Shea Moisture, Carol Docteur, après avoir comparé tous les ingrédients, on les achète parce que ce sont les produits de la maison de l'enfance. Cette fidélité émotionnelle vaut de l'or. Quand un groupe rachète une marque afro, il n'achète pas qu'une crème, il achète une histoire intime, répétée pendant 10, 20, 30 ans devant un miroir. Il achète un capital de confiance déjà accumulé et une fois qu'il possède ses confiances, il peut la transformer en chiffres, optimiser, segmenter, étendre, croiser avec d'autres gammes. Ensuite, un même scénario se répète souvent, pas systématiquement, mais assez souvent pour qu'un schéma apparaisse. Phase 1, le rachat, discours officiel. On va
garder l'ADN, on respecte la communauté, on va donner des ressources pour grandir. Les fondateurs noirs restent visibles, mis en avant dans les campagnes et les communiqués. La phase 2, l'optimisation. Les groupes rationalisent, nouveaux fournisseurs, ajustement de formules, standardisation des lignes de production, pression sur les marges. Petit à petit, le produit peut changer, texture, parfum, performance. Une partie de la clientèle commence à dire « ce n'est plus tout à fait comme avant ». La phase 3, l'élargissement du marché. Objectif, ne plus être seulement une marque pour noir, mais une marque pour toutes les textures. Le marketing s'universalise, les pubs se diversifient, parfois se blanchissent. Les slogans parlent de toutes les boucles, tous les types de cheveux. Une partie de la clientèle d'origine a le sentiment que la marque ne parle plus vraiment d'elle, mais à tout le monde en général. Phase 4, la distance. Les clientes historiques se sentent parfois trahies. Elles constatent des changements de formule, de position, d'identité. Certaines se tournent vers de nouvelles marques indépendantes, mais à ce stade, la multinationale détient déjà la marque, a amorti une partie de son investissement et peut décider de se repositionner, de revendre ou de laisser la marque vivoter dans un portefeuille plus large. En rayon, pourtant, les discours restent familiers. Packaging avec des modèles noirs, slogan d'empowerment, promesse de célébrer le cheveu naturel, my hair, my crown. Ce qui a changé, c'est le centre de gravité économique, la destination des bénéfices et le lieu où se prennent les décisions stratégiques. Ta grand-mère achète Dark & Lovely depuis les années 80, persuadée parfois de soutenir une entreprise historiquement noire, mais aujourd'hui, chaque dollar qu'elle dépense remonte dans le compte d'un grand groupe coté en bourse avec des actionnaires et des décideurs souvent très loin du quartier où ses besoins ont été ignorés pendant des décennies. Et dans beaucoup de cas, elle ne sait pas parce que le rachat, lui, n'est presque jamais écrit en gros sur le flacon. Alors, si tu es arrivé à ce niveau de la vidéo, c'est que le monde de la coiffure afro t'intéresse. Peut-être que tu es coiffeuse, peut-être que tu cherches une coiffeuse. Dans les deux cas, j'ai quelque chose pour toi. C'est Beauty Privilege, l'application pensée spécialement pour nous. Si tu es coiffeuse, c'est ton outil de gestion de business complet. Tu peux poser des questions à tes clientes via des questionnaires précis lors de leur prise de rendez-vous, leur demander des photos de leurs cheveux avant même qu'elles ne bookent, mettre plusieurs photos de tes services pour montrer ton travail. Tout ça s'ajuste directement dans ton agenda et cet agenda, tu peux l'importer en un clic dans ton calendrier iPhone ou Google. Fini les allers-retours WhatsApp, les confusions, les no-shows. Et si tu es cliente, c'est la parfaite pour aller te coiffer en sécurité. Tu trouves le travail de toutes les coiffeuses, des notes, des avis. Il y a même un classement des coiffeuses pour que tu puisses faire ton choix rapidement. Il y a une carte sur laquelle tu peux trouver des coiffeuses afro les plus proches de toi, un feed pour les inspirations, un forum pour poser tes questions et encore plein d'autres choses. Alors, on se retrouve sur l'application, le lien est dans la description. Parlons d'un moment précis, avril 2017, le scandale qui a tout révélé. Shea Moisture vient d'être racheté par Unilever pour 700 millions de dollars. Richelieu Denis est toujours CEO. La marque promet que rien ne va changer, que l'ADN reste intact. Quelques mois plus tard, Shea Moisture sort une nouvelle campagne publicitaire, le titre Hair Hate. L'idée, montrer que toutes les femmes, peu importe leur texture de cheveux, peuvent se sentir complexées. Le problème, sur les 5 femmes dans la pub, 3 sont blanches. Une blonde qui se plaint que ses cheveux sont trop fins, une rose qui souffre parce que ses cheveux sont plats, une autre qui trouve ses cheveux trop raides. Shea Moisture, une marque créée spécifiquement pour les cheveux crépus, bouclés, texturés, une marque qui s'est construite sur le storytelling africain, le beurre de karité de la grand-mère libérienne, la résistance, l'authenticité. Et maintenant, cette même marque met en avant des femmes blanches qui se plaignent que leurs cheveux ne sont pas assez volumineux. Internet explose. Twitter devient un champ de bataille, Instagram aussi. Les femmes noires se sentent trahies. Elles postent des vidéos où elles jettent leurs produits, Shea Moisture à la poubelle. Le hashtag boycott Shea Moisture devient viral. Les commentaires se ressemblent tous. Unilever a blanchi Shea Moisture. Ils nous ont vendu. C'est fini, je ne l'achèterai plus jamais. On savait que ça allait arriver. Richelieu Denis sort une vidéo d'excuses. Il a l'air sincèrement désolé. Il dit: on a perdu notre chemin, on s'est trompé. Cette campagne ne représente pas qui on est, mais pour beaucoup de femmes noires, le message est clair. La marque, désormais propriété d'un groupe global, cherche à élargir sa cible vers un marché plus large, au risque de diluer son identité d'origine. Non, Richelieu, tu n'as pas perdu ton chemin, tu as vendu ton chemin pour 700 millions et maintenant tu découvres ce que ça coûte vraiment. Maintenant, il faut qu'on parle d'un truc important, parce que le scandale Shea Moisture ne vient pas de nulle part, désolé pour l'accent, il s'inscrit dans un contexte plus large, le Natural Hair Movement. Depuis les années 2000, de plus en plus de femmes noires décident d'abandonner les défrisants chimiques et d'embrasser leurs cheveux naturels. YouTube explose de tutoriels. Des bloqueuses comme Curly Nikki, Natural 85 ou Shim Edwards deviennent des références. Les Big Chop, les Twist Out, les Wash and Go deviennent des actes de libération. Pour les entreprises qui vendaient des défrisants depuis des décennies, c'est une menace existentielle. Si les femmes noires arrêtent de défriser, elles n'achètent plus Dark & Lovely, Optimum, Just For Me, alors les groupes s'adaptent. Rapidement, ils lancent des gammes natural, ils parlent
de Embrace Your Curls, embrasse your curls. Ils utilisent des ingrédients naturels dans leur marketing, karité, coco, ricin, tout ce qui sonne africain, organique, authentique. Shea Moisture arrive pile au bon moment. Le mouvement Natural Hair est en plein boom. Les femmes cherchent des produits qui respectent leur boucle. Shea Moisture leur dit on est fait pour vous, on vient d'Afrique, on vous comprend. Et quand Unilever rachète Shea Moisture en 2017, ils ne rachètent pas juste une marque, ils rachètent un positionnement, une crédibilité, un accès direct au cœur du mouvement Natural Hair. Mais voilà le paradoxe, le naturel est devenu tendance, mais la propriété, elle, est restée industrielle. Les femmes noires embrassent leurs cheveux naturels, rejettent des produits chimiques agressifs, célèbrent leur africanité, mais l'argent qu'elles dépensent continue d'enrichir les multinationales basées à Londres, à Paris. La libération capillaire est réelle, mais la libération économique, pas encore. Carol Dockster illustre parfaitement ce cycle. Lisa Price crée la marque en 1993, elle vend dans les marchés de Brooklyn, elle construit une communauté, Oprah la soutient, la marque devient un symbole de réussite noire, authentique. 2014, L'Oréal rachète. Lisa reste en façade, promesse partout, on va garder l'esprit, on va juste vous donner plus de moyens. Quelques années passent, la marque est distribuée dans Target, Ulta, Sephora, plus de visibilité, plus de rayons, mais la croissance stagne. Les consommatrices noires commencent à dire que les produits ne sont plus les mêmes, que ça a changé, que ce n'est plus pour nous. L'Oréal essaye d'élargir le marché, mais Carol Dockster perd son identité. Elle n'est plus assez noire pour les femmes noires, elle n'est pas assez mainstream pour les autres. Résultat, en 2025, L'Oréal annonce qu'il rétrocède une partie du contrôle à Lisa Price dans un nouveau montage. Traduction, L'Oréal a extrait ce qu'il pouvait, la marque n'a pas explosé comme prévu, ils coupent leurs pertes. Lisa Price récupère une marque qu'elle a fondée mais qui a été vidée de son essence pendant 10 ans, et pendant ce temps, L'Oréal, ils ont déjà rentabilisé leur investissement, ils ont appris, ils ont collecté des données, ils ont testé le marché, ils perdent Carol Dockster, mais ils possèdent toujours Softsheen Carson, Dark & Lovely, Mizani et d'autres. Le système continue. Et tout au long de ces rachats, de ces scandales, de ces trahisons, des voix se sont élevées, des consommatrices qui disaient « Quand Shea Moisture a changé, j'ai compris que ce n'était plus pour nous », des coiffeuses indépendantes qui voyaient leurs clientes partir vers les grandes surfaces parce que c'était moins cher, plus accessible, mais qui savaient que cet argent ne revenait jamais dans la communauté, des fondatrices de petites marques qui refusaient de vendre, même quand les offres arrivaient parce qu'elles avaient vu ce qui s'était passé avec les autres, des militantes qui criaient « Arrêtez de financer votre propre effacement », mais leur voix, elle, se noyait dans le bruit. Parce que les budgets de marketing de L'Oréal et Unilever écrasent tout, parce que les influenceuses sont payées pour promouvoir ces produits, parce que les pubs sont partout avec des slogans parfaits, des visuels magnifiques, des promesses d'empowerment, et pendant ce temps, des petites marques vraiment black-owned, elles, galèrent pour se faire une place en rayon. Elles n'ont pas les moyens de payer les frais d'entrée chez Target, elles n'ont pas de budget pour faire de la pub, alors elles restent petites, fragiles, invisibles, pendant que les géants dominent, et le cycle continue. Maintenant, on arrive à la partie la plus sombre de cette histoire. Octobre 2022, le National Institute of Health aux États-Unis publie une étude majeure dans le Journal of the National Cancer Institute. Le titre, Use of Straighteners and Other Health Products and Incident Uterine Cancer. L'étude suit plus de 33 000 femmes pendant plus de 10 ans. Les chercheurs examinent le lien entre l'usage de produits défrisants chimiques et le risque de cancer de l'utérus. Les résultats sont clairs, glaçants. Les femmes qui utilisent fréquemment des straighteners chimiques ont un risque significativement plus élevé de développer un cancer de l'utérus comparé à celles qui n'en utilisent jamais. Pas un petit peu plus élevé, significativement plus élevé. Les produits en cause contiennent des perturbateurs endocriniens, du formaldéhyde, des parabènes, des phtalates, des produits chimiques cancérigènes connus depuis des décennies. Et où sont ces produits chimiques? Dans Dark & Lovely, dans Optimum, dans Just For Me, dans ORS Olive Oil, dans tous les défrisants que nos mères, nos tantes, nos grands-mères ont utilisés pendant des années. Tous ces produits, propriété de L'Oréal via Softsheen Carson ou Revlon ou d'autres grands groupes. Et voilà la vraie question. Depuis combien de temps ils savaient? Mais attendez, parce que ça devient encore pire. Ce ne sont pas juste des consommatrices adultes qui sont exposées, ce sont des enfants. Beaucoup de femmes noires commencent le défrisage à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais réfléchis à ça une seconde. 5 ans, une petite fille assise dans la cuisine, sa mère lui applique un défrisant chimique sur le cuir chevelu, ça brûle, la petite fille, la mère lui dit ça va passer, il faut souffrir pour être belle, c'est comme ça qu'on fait, le cuir chevelu brûle parce que les produits chimiques sont en train de détruire la structure du cheveu, mais ils ne détruisent pas que ça, ils créent des microplaies, des lésions, des portes d'entrée pour que ces produits chimiques pénètrent dans le corps. Et cette petite fille de 5 ans, elle va se faire défriser tous les 2 mois pendant 20 ans, 30 ans, parfois plus. Ça fait combien d'expositions, combien de doses cumulées de formaldéhyde, de perturbateurs endocriniens, de cancérigènes?
Ce ne sont plus juste des consommatrices adultes qui font un choix éclairé, ce sont des enfants exposés avant même de comprendre ce qu'on leur applique sur la tête, avant même de pouvoir dire non. Et pourquoi on fait ça aux petites filles noires? Parce que le système leur a dit dès la naissance que leurs cheveux naturels ne sont pas acceptables, pas professionnels, pas beaux, pas civilisés. Alors on les défrise pour qu'elles aient l'air présentables, pour qu'elles puissent aller à l'école sans être envoyées, pour qu'elles puissent avoir un travail plus tard. On les empoisonne pour qu'elles soient acceptées. Ces risques ne sont pas que des chiffres abstraits, ce sont des vies, des milliers de femmes, cancer de l'utérus, cancer des ovaires, fibrome utérin, endométriose, hystérectomie, infertilité, des femmes qui ont utilisé ces produits depuis l'enfance, 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce que c'était la norme, parce que tout le monde faisait ça, parce que les publicités leur disaient que c'était safe, des femmes qui ont commencé à avoir des douleurs, des saignements anormaux, des cycles irréguliers, et quand elles vont chez le médecin, le diagnostic tombe, cancer. Et elles se demandent, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment c'est possible? Et puis elles lisent l'étude de 2022, elles font le lien, elles réalisent que pendant toutes ces années où elles se faisaient défriser, où elles sentaient que leur cuir chevelu brûlait, où elles acceptaient la douleur comme normale, on les empoisonnait. Et les entreprises qui vendaient ces produits, elles savaient, ou elles auraient dû savoir, ou elles ont choisi de ne pas chercher à savoir. Parce que tant que les femmes noires achetaient, tant que l'argent rentrait, tant que personne ne posait trop de questions, pourquoi s'arrêter? Aujourd'hui, en décembre 2025, il y a plus de 10 500 procès en cours contre L'Oréal, Revlon et d'autres fabricants de détrisants chimiques. L'Oréal is being sued. The lawsuit claims the company's hair relaxer caused uterine cancer in women. Dana Rebeck has details. Millions of little girls had this put on their head at 7, 8, 9 years old, sometimes twice a month or every other month. 10 500 femmes qui accusent ces entreprises de leur avoir volé leur santé, leur fertilité, leur vie. Les avocats demandent des centaines de millions de dollars en dommages et intérêts, peut-être des milliards parce que ce n'est pas juste un produit défectueux, c'est une industrie entière qui a vendu des cancers pendant des décennies. Et L'Oréal, Revlon, ils nient, ils contestent, ils déposent des motions pour rejeter les plaintes, ils traînent les procédures, ils ont les avocats, les ressources, le temps. Pendant ce temps, ils ont fait des milliards de dollars de profit net par an. L'Oréal a lui seul 4,6 milliards de dollars de profit net en 2023. Ils peuvent se permettre de payer des amendes, des règlements à l'amiable, des avocats pendant des années. Les femmes qui les attaquent, beaucoup n'ont pas les moyens de tenir aussi longtemps. Certaines meurent avant la fin du procès. Et pendant tout ce temps, où est la FDA, la Food and Drug Administration, l'agence qui est censée nous protéger, qui est censée réguler ces produits, qui est censée interdire les substances dangereuses? En 2023, après l'étude de NIH, après les milliers de témoignages, après les preuves accumulées, la FDA propose enfin une règle pour bannir le formaldéhyde dans les défrisants, une interdiction enfin. Le délai pour finaliser la règle, avril 2024, on est en décembre 2025, la FDA a raté le délai. Les défrisants cancérigènes sont toujours sur les étagères, dans les Walmart, dans les Target, dans les pharmacies, les salons. Les petites filles 6 ans se font toujours défriser ce week-end avec des produits qui contiennent des cancérigènes connus et personne ne les arrête parce que les groupes qui vendent ces produits ont du lobby, ils ont des connexions, ils ont de l'argent, ils peuvent retarder, négocier, diluer pendant que nous, on enterre nos mères, nos sœurs, nos filles. C'est pas juste du capitalisme, c'est du meurtre. Prenons du recul, regardons les chiffres calmement parce que les chiffres, eux, ne mentent jamais. Le marché mondial des produits capillaires pour cheveux texturés pèse 10 milliards de dollars en 2024. Les projections pour 2023, 15,34 milliards. Les consommatrices noires, en particulier aux États-Unis, dépensent proportionnellement plus en produits capillaires que n'importe quel autre groupe démographique. Une étude de 2017 montre que les femmes noires dépensent en moyenne 473 millions de dollars par an, rien que pour les soins capillaires, 9 fois plus que n'importe quel autre groupe. On est 14% de la population américaine, mais on représente 85,7% des achats de produits capillaires ethniques. Lisa, encore une fois, 14% de la population, 85,7% des achats. Et ce marché, qui le contrôle? 80% des marques capillaires ethniques sont désormais la propriété de 4 multinationales, L'Oréal, Unilever, Procter & Gamble et Revlon. Et L'Oréal, à lui seul, vaut 300 milliards de dollars, Unilever 136 milliards, Procter & Gamble 380 milliards. Maintenant, calculez. Chaque année, les femmes noires injectent des milliards dans ces entreprises, elles achètent leurs produits, elles font tourner le marché, elles créent la demande et ces entreprises, elles réinvestissent où? À Paris, à Londres, à Cincinnati, à New York, pas à Harlem, pas à Atlanta, pas à Accra, pas à Lagos, pas à Johannesburg. L'argent sort et ne revient jamais. Et pendant qu'on parle de chiffres, il faut qu'on parle de quelque chose que personne ne mentionne jamais, l'Afrique. Tu connais le beurre de karité, c'est l'ingrédient miracle de tous ces produits naturels, Shea Moisture, Carol's Doctor, Crème of Nature. Quand tous vantent le karité comme leur secret, le karité vient d'où? D'Afrique de l'Ouest, Ghana, Burkina Faso, Mali, Bénin, Togo. L'huile de ricin noire de Jamaïque, originaire d'Afrique de l'Est, avant d'être exportée dans les Caraïbes. L'huile de baobab, l'huile d'argan, le beurre de cacao, l'huile de coco, tous africains ou des zones tropicales historiquement liées à l'Afrique. Les matières
matières premières de toute cette industrie viennent souvent d'Afrique. Mais qui possède les marques qui vendent ces produits, qui encaisse des profits, qui construit de la valeur ajoutée? Des entreprises basées en Europe et en Amérique du Nord. Voilà comment ça marche. Une femme au Ghana récolte de karité, elle le vend à un intermédiaire pour quelques centimes. Cet intermédiaire vend à un exportateur, l'exportateur le vend à Unilever. Unilever le transforme en crème, le met en joli pot, l'appelle chez Monsieur et le revend à une femme noire à Brooklyn pour 12,99 $. La femme ghanéenne qui a récolté le karité, elle gagne 50 centimes. Unilever, ils ont gagné 10 $ sur ce pot. Et cette femme à Brooklyn qui achète le produit, elle pense soutenir l'Afrique, elle pense que son argent retourne aux communautés africaines, elle croit au storytelling, à la grand-mère libérienne, au commerce équitable, à l'authenticité. Mais dans les faits, l'argent monte à Londres, il enrichit les actionnaires, il finance des dividendes. L'Afrique fournit la matière première, mais elle ne voit presque aucun profit. Les marques africaines locales, elles existent, mais elles sont invisibles à l'international. Elles n'ont pas accès aux grandes chaînes, elles n'ont pas les budgets marketing pour concurrencer Unilever ou L'Oréal. Résultat, l'Afrique reste absente de sa propre richesse. Les matières premières partent d'Afrique, les profits ne reviennent jamais. Parce que c'est un cercle vicieux, implacable. Étape 1, la culture, les besoins et la fidélité des consommatrices noires créent le marché. Elles achètent, elles testent, elles construisent des routines, elles transmettent à leurs filles. Étape 2, des marques indépendantes noires émergent, elles prennent des risques, elles expérimentent, elles bâtissent la confiance, elles créent des communautés. Étape 3, dès que la valeur est prouvée, les grands groupes arrivent, ils rachètent, ils promettent de garder l'ADN, ils payent des millions. Étape 4, les groupes optimisent, ils standardisent, élargissent le marché, ils diluent l'identité, les consommatrices d'origine se sentent trahies, mais c'est trop tard. Étape 5, les profits consolidés montent vers les sièges sociaux, Paris, Londres, Cincinnati, rarement dans les communautés qui ont porté le marché au départ. Étape 6, les petites marques noires qui n'ont pas vendu galèrent, elles n'ont pas les moyens de concurrence, elles restent petites, fragiles, beaucoup finissent par fermer. Étape 7, les consommatrices noires continuent d'acheter parce qu'elles n'ont pas toujours le choix, parce que les alternatives sont rares, parce que les grandes marques dominent les rayons et le cycle recommence. Ce n'est pas un complot, c'est un modèle économique bien rodé. Extraction de valeur, consolidation, optimisation, maximisation des profits. Mais pour les consommatrices et les petites entreprises noires, les conséquences sont très concrètes. Perte de contrôle, perte de recherche locale, perte de représentation et parfois perte de confiance. On construit un empire de 10 milliards pour quelqu'un d'autre. Alors maintenant, la vraie question, est-ce que les prochaines marques noires vont finir racheter aussi? Est-ce que dans 10 ans, on va faire une vidéo sur comment Pattern Beauty, Mille Organic ou Fenty Hair ont été absorbés par les mêmes groupes? Est-ce que le cycle va juste se répéter encore et encore? Ou est-ce qu'on peut casser le système? Parce que voilà la vérité, on ne peut pas renverser les rachats qui ont déjà eu lieu. Softsheen ne reviendra pas noir, Dark & Lovely appartient à L'Oréal toujours, Sheer Moisture est sous le contrôle d'Unilever, c'est fait. Mais on peut décider pour la suite, on peut choisir qui on finance, qui on soutient, qui on rend riche avec notre argent. Et pour faire ces choix, il faut d'abord de l'information. Avant tout, j'aimerais vous dire, si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, c'est que ce type de contenu vous plaît. Pour soutenir la chaîne, je vous demanderai juste de liker, partager, vous abonner pour que je continue à faire ce genre de conseils, parce que sinon j'arrête tout. Donc voilà. Les gars, on continue. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Il faut aussi parler des marques qui résistent, parce qu'elles existent, des marques vraiment black-owned, vraiment indépendantes, qui refusent de vendre, même quand les offres arrivent. Miel Organic, fondée par Monique Rodriguez, elle a refusé plusieurs offres de rachat. Elle veut garder le contrôle, construire différemment. Pattern Beauty de Tracy Ellis Ross, lancée en 2019, encore indépendante. Fenty Hair de Rihanna, sous LVMH, oui, mais avec Rihanna aux commandes créatives et financières, pas un simple visage. The Man Choice, Camille Rose, Honey Baby Naturals, Bory Geo, des dizaines d'autres. Ce ne sont pas des géants, elles n'ont pas les budgets de L'Oréal, elles ne sont pas toutes dans les Walmart, mais elles existent, elles construisent, elles créent de la valeur et elles gardent cette valeur dans les mains noires. Et toi, tu peux choisir de les soutenir, de chercher un peu plus, d'acheter directement chez elles, de payer peut-être un peu plus cher, mais en sachant que ton argent finance une vraie entreprise noire, pas un conglomérat de 300 milliards. Tu peux aussi soutenir les coiffeurs indépendants, les tresseuses multi-privilèges, s'il te plaît, les salons noirs, ceux qui créent de la valeur directement dans nos communautés, ceux qui emploient nos sœurs, nos cousines, nos voisines, parce que chaque dollar que tu dépenses, c'est un vote, un choix, une direction. Dépense-le sur multi-privilèges. Alors oui, L'Oréal possède Dark & Lovely, Unilever possède Sheer Moisture, Procter & Gamble possède une partie du marché, Revlon aussi, mais voilà ceux qui ne peuvent pas posséder, ils ne peuvent pas posséder notre histoire, le fait que ce sont des femmes noires qui ont construit cette industrie. Annie Turnbull-Malone, Madame C.J. Walker, les Gardner, Lisa Price, Richelieu Denis, avant qu'ils vendent, ils ne peuvent pas posséder notre créativité, notre capacité à innover, à créer des styles, à influencer les modes mondiales, à définir ce qui est beau. Ils ne peuvent pas posséder notre résilience, le fait
qu'on a survécu à l'esclavage, à la ségrégation, aux discriminations capillaires, aux défrisants cancérigènes et qu'on est toujours là, plus fort, plus conscient et surtout ils ne peuvent pas posséder nos choix futurs. On a construit cette industrie une fois, on peut la reconstruire et ça commence maintenant. Aujourd'hui avec toi, avec chaque achat conscient, chaque recherche avant d'acheter, chaque fois que tu demandes qui possède vraiment cette marque, avec chaque fois que tu soutiens une petite marque noire, avec chaque fois que tu vas chez une coiffeuse indépendante au lieu d'une franchise, avec chaque fois que tu éduques ta fille, ta nièce, ta petite sœur sur l'histoire de ses cheveux, sur la valeur de son africanité, sur le fait qu'elle n'a pas besoin de se défriser pour être belle, pour être professionnelle, pour être acceptée. La conclusion, c'est que L'Oréal peut racheter des marques, Unilever peut racheter des formules, Procter & Gamble peut racheter des parts de marché, mais ils ne peuvent pas racheter notre conscience, notre mémoire, notre capacité à choisir autrement. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, encore une fois, partage-la. Si elle t'a mise en colère, transforme cette colère en choix conscient. Si tu veux des outils pour garder le contrôle, télécharge Beauty Privilège. Le lien est dans la description. Soutiens les vrais pros afro autour de toi. Pose-toi les questions, cherche les réponses, refuse l'effacement. Moi, c'est Alchimiste et l'empire qu'on a construit sur nos cheveux. On peut décider dès maintenant de qui l'alimente et qui il enrichit vraiment. La reconquête commence aujourd'hui et elle commence avec toi, avec moi, avec nous.